Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Cathy Lagacé, professionnelle en relations d'aide, bachelière en travail social. Donc, j'aide maintenant les femmes hypersensibles à s'accepter, à s'assumer et à briller dans leur unicité et dans Mhm. leur belle sensibilité parce que c'est finalement une énorme force. Euh, ben, j'ai décidé aujourd'hui d'inviter, excusez-moi, Amélie Léveillé, qui est coach TDAH et Mhm. kinésiologue. Faire une petite histoire courte, en fait, j'ai connu Amélie en écoutant un épisode de son podcast. Je suis toujours à la recherche comme de nouveaux contenus là, sur l'hypersensibilité parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore tant que ça connu au Québec, beaucoup plus en Europe. Et là, quand j'ai vu passer son épisode, je dis, oh mon Dieu, intéressant ça, au Québec en plus. Donc, je l'ai écouté et ça a comme ça m'a vraiment fait comprendre des choses. J'ai vu des liens, puis ben, spontanément, je lui ai écrit, je lui ai demandé si elle accepterait de faire une entrevue avec moi et elle a dit oui sans hésiter. Alors, je suis vraiment contente de la recevoir aujourd'hui, Amélie Léveillé. Fait que merci, Amélie, d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Fait qu'avant que je te renvoie la balle, dans le fond, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aussi à devenir coach pour TDAH. Mais en fait, moi, dans le fond, c'est ça, je suis coach, je travaille avec les gens des adultes principalement, qui vivent avec un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Mais ce qui m'a amené à faire ça, j'ai à la base fait un bac en kinésiologie. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine de l'entraînement comme coach. Et ce qui me fascinait déjà à l'époque, c'était pourquoi quelqu'un arrive à changer, pourquoi quelqu'un, c'est aussi difficile à implanter des changements. J'avais déjà cette graine-là qui était plantée un peu dans ma façon de travailler avec mes clients. J'ai été multi-entrepreneur, donc j'ai eu 2 entreprises par le passé. Au travers de ça, j'ai fondé une petite famille, j'ai eu 3 enfants. Et Mm. en fait, ce qui m'a amené à m'intéresser au TDAH, c'est que mes 3 enfants ont reçu un diagnostic de TDAH en 2019, donc avant le COVID. Et la personne qui nous a donné le troisième diagnostic a dit statistiquement, il n'y a pas beaucoup de chances que vous ne le soyez pas parce que c'est génétique. Puis comme vous avez 3 enfants et que les trois le sont, je me ferai investiguer. Et là, euh, en fait, c'est moi, je suis allée chercher je suis allée me faire évaluer et c'est comme si ça a été la lumière qui s'est allumée dans le garde-robe un peu dans un certain sens. Je me suis OK. reconnue, mais je me suis reconnue parce que la façon qu'on m'a expliqué, c'était vraiment de l'intérieur, pas les symptômes qu'on voit chez la personne, mais bien plus comment la personne le vit dans sa tête. Là, ça a comme ouvert une boîte un peu où je suis allée je voulais aller chercher de l'aide à la base pour moi et ça m'a amené à tomber sur le coaching en tant que tel. Et c'est là que j'ai réalisé que ça liait, en fond, toute mon historique de vie, de ce que j'aimais faire comme personne. Je suis très curieuse de l'humain. J'aime comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, pourquoi c'est différent de ma façon de voir les choses. Je suis très fascinée par ça. Et ça m'a amené à faire du coaching dans mon domaine de travail, dans le fond, dans mon expertise qui est le TDAH. Mm. Maintenant, ça fait 3 ans que je fais ça, donc c'est ce que je fais depuis, c'est ça, hein, je pense 3 ou 4 ans. Wow, c'est fascinant. Dans le fond, c'est vraiment, t'as pu mettre des mots sur des choses que toi, tu Oui, vivais oui, en faisant la démarche, dans le fond, pour tes enfants. oui, Puis j'imagine exactement. que ça arrive de plus en plus. Hein. Quand j'écoutais le podcast, tu mentionnais justement que chez les jeunes filles, c'est souvent ça passe souvent plus inaperçu parce que c'est Tout pas à les fait. mêmes symptômes. Puis ça m'amenait justement à ma deuxième question qui est, tu sais, on connaît le portrait typique du petit gars Mhm, turbulent, euh, mhm. mais il existe d'autres portraits. Tu sais, est-ce que tu peux nous expliquer justement chez l'adulte, ça peut Oui. ressembler à quoi un TDAH? Mais en fait, il faut savoir que le TDAH, c'est 3 présentations typiques. Donc, le portrait du petit garçon qui est un peu turbulent, c'est vraiment le portrait hyperactif.
qui est celui qu'on connaît le plus Ouais. dans la culture populaire, mais qui est la moins présente. Il faut garder ça en tête, c'est la présentation la moins fréquente du TDAH. Il va y avoir, chez les femmes, en fait, on a tendance à avoir une présentation plus de type inattentive. Mhm. Donc, il y a une hyperactivité, mais mentale. Donc, c'est OK. pour ça qu'on met quand même TDAH, parce qu'aujourd'hui, on a regroupé TDA et TDAH sous le même chapeau, qui est maintenant avec puissance d'hyperactivité. Mais l'hyperactivité se présente de façon mentale. Et Mhm. généralement, ce que ça va donner, c'est une femme qui a tendance, ou même une petite fille qui a tendance à être un petit peu plus dans la lune, qui a tendance à partir beaucoup dans sa tête, qui va avoir une hyperactivité verbale, qui va parler. Quand c'est son tour de parler, elle va verbaliser de façon, c'est sans arrêt Ouais. ce qui lui passe par la tête. Euh, Elle va avoir tendance, ça va être une femme qui va avoir tendance à avoir des fluctuations d'énergie importantes. Donc, un pic d'énergie, grande fatigue, un pic d'énergie, grande fatigue qui va se présenter. Sinon, ben, on a la présentation qui est combinée, qui est la fréquence, celle qui est la plus fréquente chez les hommes et chez les garçons, mais qui peut être présente aussi chez les femmes. C'est cette capacité-là d'avoir les deux en même temps. Donc, ils peuvent présenter un profil hyperactif dans certaines circonstances, un profil inattentif dans d'autres circonstances, qui va souvent expliquer pourquoi, par exemple, un enfant va avoir l'air super tranquille à l'école, mais va être très turbulent à la maison. C'est que ça va être une présentation, quand on parle de TDAH, qui va être de type combiné. Chez les filles, souvent, on passe inaperçu parce qu'on ne dérange pas. Les femmes inattendues ont tendance à être un peu low profile, ils sont quand même assez bonnes à l'école, ils réussissent quand même à bien fonctionner, donc on passe inaperçu, on passe au travers de l'enfance. Des fois, l'adolescence devient plus rocailleuse avec les Ouais. fluctuations hormonales. Puis on arrive dans la vie adulte et souvent vers l'âge de, je dirais, entre 30 40 ans, pas le diagnostic des enfants embarque, mais il y a quelque chose qui fait que l'élastique de la capacité de la femme va éclater. Puis là, elle se retrouve en crise un peu. Puis là, c'est là qu'elle va aller chercher de l'aide. Puis là, c'est comme, ah, OK, ouais, ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que ça explique pourquoi j'ai passé ma vie à me sentir différente des autres, à me sentir un peu Oui, je trouvais ça important dans ton podcast. L'amenais ce côté-là, disant que les femmes, justement, c'était souvent après avoir eu ouais, des enfants. Est-ce que tu dirais que c'est justement parce que avant d'être maman, elles arrivaient quand même à gérer ouais, le flux des pensées, les responsabilités, les grandes charges. Mais ouais, là, on le sait, hein, quand on ajoute des enfants, ça se multiplie, là, les tout tâches, à les fait. rendez-vous, les ci, les ça. C'est ce qui fait que souvent, elle va plus s'épuiser. Et j'aimais ça quand tu amenais aussi par rapport au fait que ça va passer plus inaperçu chez les femmes. On va diagnostiquer plus souvent Ouais, des dépressions ou des oui, problèmes d'anxiété. exact, exact. En fait, c'est parce que la femme, tu sais, veut pas, même si je pense qu'on essaie de diversifier le rôle social et l'image sociale qu'on a de la femme, ça reste que les caractéristiques féminines qui sont beaucoup appréciées, c'est la délicatesse, l'empathie, la capacité d'anticiper les besoins des autres, de care, de prendre soin. Tout ça, c'est des caractéristiques féminines qui Mhm. sont très, très, très difficiles à faire quand on a un TDAH. Pas qu'on veut pas, c'est que nos fonctions exécutives, notre fonctionnement de notre cerveau n'est pas vraiment conçu pour ça. Puis on a de la difficulté à le mettre en application, puis on nous a pas appris comment le faire. Ce qui fait que quand on est toute seule, ben, on arrive relativement à fonctionner. Quand on a un cadre scolaire, on arrive à fonctionner. Mais quand tu te retrouves à être celle qui doit faire fonctionner tout ça, que tu as des enfants, puis que là, tu as un flot incessant de demandes, d'informations, de toutes choses qui arrivent, la charge mentale des femmes, c'est là où le cerveau, la femme est plus capable de masquer ses symptômes. En fait, c'est qu'elle elle est Ouais. dépassée par la situation et elle n'arrive plus à affronter ou en tout cas à keep up avec tout ce qui lui est demandé. C'est sûr que là, je prends un peu pour acquis que c'est la femme qui prend la charge du fonctionnement familial. Je veux pas dire que ça c'est exclusif aux femmes. Je pense que c'est quand même encore plus présent dans le rôle de la femme. Et elle se Tellement retrouve d'accord. avec, Ouais. exactement, elle se retrouve avec cette charge-là qui est très, très lourde à porter, en plus d'avoir à maintenir une carrière, puis le kit.
Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ça fonctionne plus. Ouais, je Puis on perd le comprends. nord. Euh, Tu l'as bien nommé, hein, c'est qu'elle parvient plus à le masquer. Donc, c'est pas que ça Non, n'existait pas avant, sauf que c'était plus exact, caché parce qu'elle arrivait à compenser, ce qui n'est plus le cas exact. après les enfants. Puis, ce qui m'a beaucoup rejoint dans l'épisode du podcast que tu as fait, c'est que, bon, moi, j'ai pas de diagnostic de Mhm, TDAH. Des fois, je me reconnais, tu sais, dans plusieurs traits. Il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à entendre parler d'hypersensibilité, à lire beaucoup mhm, là-dessus, donc à me spécialiser à ce niveau-là. Et là, j'ai comme fait, oh my God, c'est vraiment moi, là, c'est genre 100% mhm, moi. Ça m'a vraiment aidé à mieux me comprendre. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui se recoupaient mhm, entre les mhm. deux. Bon, c'est vraiment difficile d'établir le lien direct, mais il semble, en tout cas chez les TDAH, y avoir une certaine hypersensibilité, surtout au niveau sensoriel. Tu pourras nous en parler plus, mais j'aimerais ça que tu puisses nous dire c'est quoi la différence entre les deux, exemple sur le plan médicale ou c'est quoi la Mhm. différence entre l'hypersensibilité et le TDAH? En fait, le TDAH, le nom du TDAH, c'est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui est diagnostiqué par le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic des troubles mentaux. Ce n'est pas une maladie, c'est une programmation neurologique du cerveau qu'on appelle neurodivergente. C'est dans le même chapeau, si on veut, que l'autisme aussi. C'est pas la même chose, mais ça vient se recouper dans cette famille-là, en fait. Et c'est vraiment quelque chose dont l'enfant naît avec un TDAH. C'est OK. pas quelque chose qui se développe avec qui s'attrape ou qui se développe. C'est vraiment, on naît comme ça. C'est juste que les symptômes vont apparaître au fur et à mesure de la vie, puis on va pouvoir identifier certains aspects de la personne selon ces critères-là. Ce que j'ai compris, l'hypersensibilité en tant que telle, c'est pas un diagnostic reconnu par le DSM, mais oui, dans le TDAH, en fait, c'est pas exactement une problématique d'attention, c'est une problématique de régulation. Donc, on n'arrive pas à réguler notre attention, effectivement. On est soit super attentionné à quelque chose, super investi, ou pas pantoute. Il y a comme pas de milieu, mais c'est aussi une problématique émotive, donc de régulation émotive et une régulation des intrants sensoriels. Donc, nos propres pensées nous dérangent, nos stimuli qui sont autour de nous nous dérangent. Et là, ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont être hyper intolérants, par exemple, à une étiquette de vêtements particulière, qui sont incapables de supporter ça, puis ça va tellement taxer leur mémoire de travail, leur cerveau, que Ouais. ils ont de la difficulté à porter attention à d'autres choses. Et c'est là où on voit vraiment le trouble de régulation. Donc, tu n'es pas capable de mettre cette information-là de côté, ça prend toute la place. Mm. Dans le cas du TDAH, comme c'est un trouble qui fait que c'est difficile de se réguler, quand tu te mets à additionner les intrants qui sont dérangeants, puis là, j'ai un exemple, mettons, de l'épicerie. Pour moi, l'épicerie, c'est Mm. quelque chose de super difficile à gérer parce qu'il y a des lumières qui me dérangent, il y a beaucoup trop d'informations visuelles, tu sais, les couleurs, les affaires, le monde, j'adore le monde, mais dans une épicerie, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a des sons sans arrêt, il y a des enfants qui pleurent, il y a plein d'affaires. En plus de ça, si je me retrouve dans un environnement que je ne connais pas parce que, ben, c'est une épicerie différente qu'à l'habitude, ben là, à un moment donné, j'accumule les choses qui Ouais. taxent mon cerveau, puis mon cerveau n'arrive pas à exclure ces informations-là parce que j'arrive pas à bien le réguler. Donc, c'est Là, vraiment là comme où ton cerveau va, excuse-moi, comme ton cerveau va traiter tout ça en même temps, ça va tout le temps. devenir vraiment épuisant, hein, c'est ça? Exact. Exact. Puis là, ben, tu vas te mettre à avoir des comportements. Là, c'est là que les émotions vont être difficiles à gérer. Tu peux te mettre à avoir des comportements beaucoup plus impulsifs, comme Mm. répondre brusquement à quelqu'un ou Ouais. avoir des oublis. T'sais, des oublis en tant que tel dans le TDAH, c'est normal, mais dans ce genre de circonstances-là, c'est encore plus fréquent, je dirais. Tu vas peut-être avoir envie de t'en aller, tu vas peut-être venir un peu de l'anxiété parce que là, tu es dans une situation où tu as le sentiment que tu n'es pas sous contrôle. Moi, un des comportements que j'avais beaucoup avant d'apprendre à me gérer, j'achetais n'importe quoi.
Puis là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais encore ton épicerie ou la solution, ça a été de Oui. déléguer, par exemple, à ton conjoint ou encore de faire livrer ton épicerie? Je fais encore mon épicerie. Ça m'arrive d'en faire livrer. Je fais encore mon épicerie physiquement. Mais en fait, maintenant, mes stratégies que j'ai développées pour moi, puis encore là, je ne veux pas dire que c'est des stratégies pour tous, mais celles qui fonctionnent Mhm. pour moi, c'est de m'assurer d'être bien préparée. Donc, c'est d'avoir exactement ce que j'ai de besoin. Tout est Ouais. classé en catégories, donc légumes, fruits, c'est tout classé sur Aïe, ma aïe, je suis feuille. pareille. Je suis pareille. OK. J'y vais avec mon conjoint. Parce que mon conjoint, c'est vraiment quelqu'un qui, même si lui aussi vit avec un déficit d'attention, il n'est pas aussi taxé que moi en termes de sensoriel. Donc, il OK. arrive à me ramener à. C'est sûr, tu sais, si je suis en train d'acheter le gros sac de mini-eggs, me trompe, c'était pas sur ma feuille, mais lui, il est comme, non, c'est sûr que tu avais besoin de ça. Puis, il m'aide beaucoup à un peu prendre le temps de respirer puis me poser la question, est-ce que j'en ai besoin cette semaine? Est-ce que j'en ai pas besoin cette semaine? Mais toutes ces stratégies-là m'aident. C'est sûr que, tu sais, j'essaie aussi d'y aller à un moment où je suis pas Mhm. épuisée. J'essaie d'y aller à des moments, tu sais, souvent, même si tu vas me dire, ah, samedi matin, c'est peut-être pas le meilleur moment en termes de quantité de personnes, mais pour moi, ça fonctionne parce que c'est un moment où je suis pas trop taxée en termes de fatigue. Le soir, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me contrôler, de passer au travers, là. Donc, Ouais. mais est-ce Comme que c'est en ça début de m'arrive aussi? journée, c'est plus facile pour Ouais, toi. exactement, exactement, exactement. OK, je comprends, ça fait du sens. Mais là, écoute, je deviens tout mélangée. Ça devient vraiment difficile de savoir, bon, est-ce que finalement j'ai plus un TDAH ou est-ce que je suis juste hyper sensible? Je pense qu'on n'aura Hmm, pas la réponse non. à tout ça, hein, mais c'est possible de ce que je comprends. Dans le TDAH, c'est fréquent d'avoir certaines Oui, hypersensibilités, puis ça peut oui. varier, comme tu dis, d'un individu à l'autre. Et moi, mettons, pour parler plus de ce que je connais, qui est l'hypersensibilité, je, je pense, selon ce que j'ai lu, que c'est possible d'être hypersensible sans nécessairement avoir un TDAH, ou en tout cas l'avenir le dira parce que les recherches ne sont pas encore assez avancées à ce niveau-là. Ce que j'ai lu, tu sais, beaucoup par rapport à la psychologue et la chercheure américaine Helen Aron, qui a fait aussi un documentaire super intéressant là-dessus, qui s'appelle High Sensitive. Et elle parlait beaucoup du fait que, justement, il peut y avoir une prédisposition chez les hypersensibles Mhm, au niveau de l'anxiété, au niveau du mhm. TDAH, que souvent, ça peut être combiné ensemble, mais on n'a pas encore la science qui peut l'appuyer et dire c'est vraiment les deux sont associés. Et aussi, ce que j'ai Non. remarqué, la différence versus le TDAH, c'est que on n'a pas encore statué non plus. Il y a des chercheurs qui pensent que ça peut être génétique et il y en a Mhm, d'autres qui sont plus d'avis que ça se développerait durant l'enfance, dans des milieux justement plus dysfonctionnels, dans des environnements plus toxiques où le sentiment c'est possible. de sécurité n'est pas comblé. Donc, Mhm, l'enfant va devenir un peu en mode hyper-vigilance, hyper mhm, réactif à mhm. son environnement, tu sais, pour se protéger. Fait que, il y avait ce côté-là qui est comme un peu différent du TDAH. Mais si, attends, j'en reviens à la question que je voulais te poser par rapport au TDAH. Avec toi, ce que tu vois, puis les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'aller chercher le diagnostic officiel euh, ou si tu as des doutes et que tu te reconnais dans quelques symptômes, c'est suffisant. Puis l'important, c'est plutôt d'aller chercher les outils, les stratégies, d'être bien accompagné. Comment tu vois ça, toi? Et c'est une question vraiment épineuse que tu me poses là. Oui. Techniquement, tu sais, techniquement, selon mon titre comme coach, je suis pas tellement supposée avoir, ben, c'est pas que je suis pas supposée avoir d'opinion. En fait, moi, ce que je constate, c'est, je pense que chez l'enfant, oui, c'est essentiel, ne serait-ce que, même si l'avenue n'est pas que le parent désire tenter la médication, peu importe nos croyances, nos façons de voir cette approche-là, malheureusement, dans le système scolaire actuellement, réussir à avoir de l'aide pour un enfant TDAH, donc un plan d'intervention, ça prend un diagnostic Ouais. officiel. Donc, pour un enfant, c'est pas une question. Moi, je suggère très, très fortement d'aller chercher une évaluation. On peut
faut savoir aussi qu'au Québec, il n'y a pas juste les neuropsys qui sont habilités à diagnostiquer un TDAH. Ça peut être aussi un psychologue, un psychiatre, pardon, qui est peut-être pas facile d'accès, mais quand même, c'est disponible. Mais aussi le médecin de famille. Un médecin de famille est habilité à diagnostiquer un TDAH. Ça ne veut pas dire qu'il va être à l'aise de le faire, mais c'est possible qu'un médecin de famille le fasse. Il y a certaines cliniques privées au Québec qui vont offrir le diagnostic par un médecin de famille. Ça peut être une avenue qui est intéressante dans le cas où, par exemple, on n'a pas nécessairement les ressources financières ou on n'a pas le temps parce que c'est long avoir un diagnostic au Québec, même au privé. Chez un adulte, moi, je pense que c'est bien d'avoir un diagnostic. Je pense que c'est bien d'aller chercher la confirmation. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est tellement dispendieux que souvent la personne se retrouve sans ressources financières pour avoir de l'aide ensuite. Et si l'objectif était d'expérimenter la médication, bien, le neuropsy n'est pas habilité à prescrire. Donc là, il faut trouver un médecin qui connaît bien la médication TDAH puis qui est prêt à faire ce protocole, ces essais-là, parce que la médication TDAH, c'est pas prends celle-là, ça va bien aller. Souvent, il y a plusieurs tentatives qui doivent être faites avec plusieurs molécules, avec plusieurs doses. Ça prend de la patience de la part du médecin, de la patience de la part du patient aussi, mais ça prend cette ouverture-là et le diagnostic ne donne pas accès automatiquement à ça. Fait que souvent, ce que je constate, c'est que la personne se retrouve avec un diagnostic, ça lui a coûté un certain montant, elle sait plus trop où aller chercher de l'aide, puis ça donne, oui, la réponse que tu as un TDAH, mais tu sais pas nécessairement plus quoi faire avec ça. Donc, c'est ce que je trouve dommage actuellement. Puis en plus, souvent, c'est très, très long. Il faut savoir aussi que le DSM-5, c'est les critères de diagnostic du DSM-5 sont des critères qui sont basés sur des études faites dans les années 90 qui étaient de petits garçons blancs de 6 à 12 ans. Là, j'ai l'air full raciste, je m'excuse de dire ça, mais c'est la réalité. C'était exclusivement des garçons blancs de 6 à 12 ans avec un profil hyper actif. Donc, les critères ont été basés là-dessus, ils n'ont pas été révisés, ce qui fait que c'est difficile de diagnostiquer un TDAH chez une femme ou chez une personne qui a une présentation pas de type hyperactif, parce que un des critères du diagnostic, c'est qu'on doit démontrer la présence des symptômes avant l'âge de 12 ans. Et les filles sont expertes dans l'art de camoufler leurs symptômes. Donc, elles n'ont pas de notes dans leur bulletin qui dit qu'elles étaient turbulentes en classe. Elles n'ont pas nécessairement des mauvaises notes à l'école ou des échecs. Donc, tout ça sur quoi on se base, qui sont cette façon-là d'évoluer un peu à l'enfance, ben chez la fille, elle a tendance à camoufler beaucoup, beaucoup ça. Fait que c'est difficile pour une femme d'obtenir un diagnostic aujourd'hui à cause de la façon que le trouble est diagnostiqué dans un certain sens, parce que c'est une appréciation d'un professionnel par rapport à l'historique de vie de la personne. Je comprends. Puis c'est ce que je vois, c'est que les critères sur lesquels on se base, comme tu le mentionnes, sont plus nécessairement d'actualité. Ils n'ont pas été révisés, en fait. Là, on ne le sait pas si dans le DSM-6, ça va. Il y a eu des modifications qui ont été faites entre le 3 et le 3 et le 4. Dans le 3, il y avait l'aspect émotif. Ça a été retiré parce qu'ils ne savaient pas trop comment verbaliser, bien accorder des critères pour être capable de clairement définir est-ce que la personne vit avec des troubles émotifs ou non. Parce que ce qu'on sait, c'est que dans le TDAH, c'est pratiquement 100% associé avec des troubles émotifs, des troubles de régulation émotive. Donc, ça fait que la personne vit avec des problématiques de régulation de cet ordre-là, mais ça ne fait pas encore partie des critères diagnostiques. Mais on le sait que ça fait partie du trouble. Oui. Est-ce que c'est au niveau émotionnel chez le TDAH, ça recoupe un peu l'hypersensibilité émotionnelle aussi, dans le sens que les émotions sont très intenses et deviennent comme vraiment envahissantes, tu sais, comme toute la exactement. place. Ouais. Exactement. En fait, une personne TDAH, c'est 0 ou 10. Il n'y a pas il n'y a pas le petit gradateur qui nous permet de décider si c'est normal que ma colère pour un crayon cassé soit à 10 sur 10. Donc, on n'arrive pas à prendre ce recul-là, mais c'est pas juste les émotions plus difficiles, c'est aussi les émotions le fun. Fait que ce qui explique aussi qu'un enfant TDAH va avoir tendance à avoir une réaction
d'excitabilité très, très grande, puis ça peut devenir envahissant pour l'entourage parce que l'enfant, il n'arrive pas à gérer cette émotion-là, mais l'adulte non plus. Ce que ça fait, c'est que on se met à avoir des réponses, parce que c'est comme un cerveau TDAH, c'est comme si c'était une personne qui était toujours en réaction face à ses émotions. Une émotion qui arrive, je réagis. Sauf que ça se peut que ma réaction émotive était inadéquate ou beaucoup trop intense, mais la réaction que j'ai eue face à ces émotions-là peut aussi être inadéquate. Puis là, on rentre dans un cercle vicieux de rumination, d'autoflagellation, de ben là, tu sais, j'aurais pas dû réagir comme ça. Tu sais, là, ça vient attaquer la confiance en soi, ça vient attaquer l'estime de soi, ça génère de l'anxiété sociale, ça peut emmener éventuellement de la dépression parce que la personne se sent complètement incapable de contrôler cette réaction-là. C'est vrai, on a de la misère à la contrôler. Est-ce que ça se travaille? Oui. Est-ce que ça s'apprend? Oui, mais c'est pas intuitif chez nous, cette, cette réalité-là de la gestion émotive. Ce que je perçois, c'est que les TDAH semblent souffrir beaucoup justement du jugement des autres, hein, Ouais. du regard extérieur, parce que ce qui est leur normalité ben, est pas forcément la même normalité pour quelqu'un qui n'a pas un TDAH. Puis c'est la même chose que j'observe. Pour moi, l'hypersensibilité, mes émotions sont vraiment intenses. Fait que pour quelqu'un d'autre qui n'est pas hypersensible, ça fait pas de sens, tu sais, Tout à fait. que ça prenne autant d'ampleur. Donc, de là l'importance justement de bien se comprendre, hein, d'aller, d'être bien accompagné. Oui. Puis comme tu dis, quand on le sait, quand on est capable de mettre des mots, ben on se comprend mieux, puis on peut aussi mieux l'expliquer à notre entourage. Exact. Là, on va aller chercher justement du soutien, parce que quand on le sait pas, puis que notre entourage aussi n'est pas conscient de la façon différente, hein, dont on fonctionne, Oui. ben, il ne peut pas y avoir nécessairement d'empathie ou de Exact. soutien externe. Exact. Ça devient difficile, hein? Mais en fait, oui, tu sais, c'est drôle que tu me dis ça parce que moi, dans ma famille, moi, je suis quelqu'un qui est très sensible quand parce que je réagis beaucoup quand je vois une annonce de télévision. J'ai l'air vieille. Mais, ou tu sais, à la période de Noël, ils font tout ça, là, voyons, excuse-moi, des annonces où, tu sais, c'est très émotif. Moi, je pleure systématiquement. Ça peut faire 150 fois que je la vois. À comment je pleure déjà. Puis c'est un running gag chez nous parce que mon chum trouvait ça vraiment drôle que je réagisse beaucoup. Puis quand j'ai appris le TDAH, quand j'ai appris toute cette affaire-là, ben j'ai eu une conversation avec mon conjoint en lui disant, écoute, ça fait partie de moi, je suis comme ça, j'aime pas ça quand tu ris de moi. Tu peux le voir comme un trait, tu sais, je comprends que pour toi, c'est comme un peu surprenant que j'ai cette réaction-là, mais moi, quand tu ris un peu de moi, ben, je me sens très humiliée, puis j'ai l'impression qu'il faut que j'essaie de contrôler, cette sensation-là. Puis j'ai observé que quand je la laisse passer, quand je la vis, l'émotion, ça passe beaucoup plus rapidement. Puis quand j'essaie de la bottle up, puis là, à un moment donné, elle sort plus tard, cette émotion-là, ou ça, elle sort souvent pas exactement de la même manière que ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Puis on a eu cette conversation-là, puis mon conjoint maintenant est beaucoup plus ouvert au fait que, ben, tu sais, me regarde puis me dit, elle touche à cette annonce-là. Puis je suis comme, ouais, c'est tout. Tu sais, il y a plus de honte. Est-ce que je serais à l'aise de faire ça, mettons, devant des gens que je connais moins? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des circonstances où je veux pas. Je pense que je fais un peu plus attention, mais ça fait partie maintenant. Parce qu'avant, pas qu'il riait, là, mais il poussait tout le temps une craque. Ça me blesse encore plus que le fait de vivre l'émotion en tant que telle sur le moment. Fait que de s'outiller, de comprendre comment on fonctionne, puis être capable de verbaliser aux gens autour de nous. Ben, écoute, moi, je fonctionne comme ça. C'est comme dire à mon conjoint, mais moi, quand je vais à l'épicerie, j'apprécie que tu sois là parce que ça m'aide à être plus groundée. Mais on trouve un terrain d'entente, puis on fonctionne de cette façon-là. Parce que je pense pas que d'essayer d'être normal, ça fonctionne bien. T'sais, si tu l'endures pas, l'étiquette, t'as pas un trophée à la fin de l'année parce que t'as enduré une étiquette. Enlève-la l'étiquette puis règle ton problème, tu sais. Dans le sens de,
c'est la même chose avec les enfants. Tu sais, si tu vois que ton enfant a une sensibilité super importante à quelque chose, on va essayer de trouver des alternatives parce que juste d'essayer de développer de l'endurance face à ça, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est pas en Mhm. forçant plus fort que ça va marcher. C'est en trouvant des chemins qui sont propres à toi, qui vont t'amener à bien fonctionner dans ton quotidien, puis à réussir à être la personne que tu as envie d'être dans tout ça, là. Ouais, je suis Je sais pas si ça totalement fait sens d'accord, pour soit toi. dit en passant. Les spécialistes disent la même chose au niveau de l'hypersensibilité. Le truc, c'est pas de faire comme si elle était plus là parce que Exact. c'est juste pas possible. Ça fait partie de soi. Puis au contraire, l'accepter, l'accueillir, l'honorer, puis développer justement des outils qui vont nous permettre de mieux vivre avec. Mais c'est la même chose. Au niveau de la tolérance, la tolérance par rapport aux stimuli. La Mhm. solution, c'est pas de plus s'exposer à aucun stimuli extérieur et de tomber dans l'isolement, mais il ne faut pas non plus faire comme s'il n'y en avait pas de problème, puis Exact. tout était normal, puis s'en aller dans des exemples des gros festivals à toutes les fins de semaine, puis Euh, c'est comme il y a il y a vraiment un juste milieu. Puis comme tu disais juste avant d'aller à l'épicerie, ben, tu choisis le moment où tu te sens euh, exact. le plus en forme pour y aller. Tu choisis le moment, le contexte. Tu choisis d'y aller, par exemple, avec ton conjoint. C'est un peu la même chose pour moi, tu sais. Puis je remarque que dans le même sens que ce que tu disais tout à l'heure, quand on sensibilise notre entourage par rapport à comment on vit les choses, puis comment on fonctionne, ben ça amène beaucoup d'ouverture et Mhm, les relations s'améliorent autour de nous. mhm, Depuis que j'ai mhm, nommé mhm, ça, depuis que j'ai parlé ouvertement de mon hypersensibilité à ma famille, à mes amis, je remarque que mes relations se sont beaucoup améliorées, sont beaucoup plus authentiques. Tu sais, il n'y a mhm, plus de peur d'être moi-même, puis ça mhm, amène, il y a un effet rebound aussi chez l'autre, c'est-à-dire que l'autre personne va se permettre aussi d'être plus elle-même. Donc, on est mhm, gagnant-gagnant des deux mhm. côtés. Fait que c'est Tout ça, à fait. ça me faisait penser à ça dans ce que tu partageais. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Oui, hein, c'est ça. Puis, quand tu parlais plus tôt du fait que quand on pense au TDAH, on pense aux petits gars turbulents, c'est la même chose pour Exact. moi. C'est comme, c'est devenu tellement une étiquette, un stigmate, que il y a encore, j'imagine, une honte associée au TDAH, hein, Tout à fait. de nommer, de dire qu'on est TDAH. Est-ce que tu remarques ça dans les gens qui viennent te consulter? Est-ce que cette honte-là qui est présente? Ou Et de c'est sûr que, moins en moins. ben, en fait, c'est sûr que moi, quand ils travaillent avec moi, moins, parce que, ils sont dans un safe zone quand ils sont avec moi. Euh, c'est sûr qu'au Québec, mais je pense que c'est comme ça aussi aux États-Unis, malgré le fait qu'on a beaucoup de belles recherches puis de belles informations qui sortent, des chercheurs qui sont vraiment solides sur le TDAH, il y a encore une très, très mauvaise presse par ça. Il y a encore une chasse aux sorcières. Ça fait pas long. Moi, je lis pas la presse parce que j'aime pas m'exposer aux journaux en général. Là, je nomme la presse, mais Je ça peut être n'importe comprends. quel journal. Mais mon conjoint me disait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore un Xème spécialiste qui disait qu'il y avait trop de diagnostics. Les chiffres que le Québec a tendance à sortir, c'est 3% de la population. Ce qui sort plus aux États-Unis, ça serait plus de l'ordre de 8 à 11%. Fait que, tu sais, 3%, c'est très, très agressivement bas. Ouais. Euh, je suis d'accord avec le fait que la médication TDAH, ce n'est pas une médication qui sert à calmer la personne. Puis ce n'est pas non plus la seule avenue possible quand on a un déficit d'attention. Mais ce que je perçois, c'est que c'est encore très mal vu. Il y a présentement aussi, certains chercheurs américains ont identifié une réalité qui a rapport avec notre mode de vie. Le docteur Hallowell, qui est un spécialiste américain, appelle ça le Variable Attention Stimulus Trait. Donc, le, l'attention variable, un trait d'attention variable qui, en fait, notre mode de vie amène certaines personnes à vivre des symptômes similaires au TDAH, mais quand tu corriges le mode de vie, les traits disparaissent. Donc, chez une personne TDAH, ça ne disparaîtra jamais.
ça peut s'atténuer, mais chez une personne qui n'a pas, en fait, un TDAH, mais qui est dans une situation de fatigue extrême, surstimulation extrême, beaucoup trop d'écran, c'est tout notre mode de vie actuel, là, sur Tout le côté disponibilité, sur stress. multitâche, j'imagine aussi, tu sais, le Exactement, multitasking. exact. Donc, on est en train d'identifier que ça a des impacts sur notre cerveau, mais ça ne veut pas dire que tu as un TDAH. Donc, le TDAH, c'est vraiment quelque chose qui est présent dès la naissance. La personne va avoir porté ça avec elle toute sa vie, va avoir un historique de vie qui va prouver, entre guillemets, la présence de cette neurodivergence-là. Mais oui, il y a encore un grand stigmate de se nommer TDAH, mais pas juste ça, c'est que une personne qui vit avec un TDAH, c'est une personne qui vit avec beaucoup de honte. Une personne qui vit avec un TDAH va avoir vécu probablement 4 fois plus de situations d'humiliation par rapport à une personne qui ne vit pas avec un TDAH. Donc, elle porte en elle l'idée que ce qu'elle est ou de la façon qu'elle est défectueuse. Donc, d'exposer publiquement, c'est comme moi je le fais dans mon podcast, c'est très vulnérable parce que tu exposes à quel point il y a des trucs dont tu n'es pas nécessairement fier ou que tes façons de faire sont différentes des autres. Donc, je pense que c'est encore très... c'est ça, c'est pas facile de le verbaliser. Puis je le comprends complètement. Là. Moi, je suis pas là pour dire que personne TDAH devrait le dire publiquement. Ça appartient à chacun. Et moi, j'en parle parce que je veux que ces personnes-là se voient et se reconnaissent et comprennent qu'ils sont pas seuls. Parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Moi, j'ai passé ma vie à penser que j'étais toute seule à être brisée dans mon univers jusqu'à ce que j'entende d'autres personnes avec un TDAH puis que je fasse ah, je fais la même affaire. Ah, moi aussi, ça se passe de même pour moi. Puis là, ça a fait genre, OK, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si j'ai remis un livre en retard 4 mois plus tard. C'est pas de ma faute si c'est que je sais pas comment me gérer. Mais c'est pas, tu sais, je m'en sers pas comme excuse pour expliquer un comportement. Maintenant que j'ai une explication, je sais comment faire pour trouver des stratégies pour m'aider à ce que j'ai besoin qu'il se fasse, tu sais. Donc, mais ça m'a tellement aidé, puis c'est par là que je suis passée, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le dire, tu sais, de se mettre l'étiquette puis de dire, parce que ça aussi que ça nous met dans une boîte, tu sais, alors que une personne, ce n'est pas un TDAH ambulant, c'est une personne qui vit avec un cerveau qui est un peu différent, ou une personne hypersensible, c'est une personne à part entière qui vit avec des aspects d'hypersensibilité. Donc, on n'est Ben, pas que ça non plus. je suis totalement d'accord avec toi. Je le vois de la même façon pour l'hypersensibilité. C'est que ça fait partie de nous, mais c'est une chose parmi tant d'autres. Exact, Tu sais. Donc, exact, le but, c'est pas de se mettre dans une boîte, mais c'est juste de mettre des mots sur ce qu'on vit. Puis je te exact. rejoins là-dessus quand tu parlais du fait que pour toi, c'est important d'en parler parce que tu veux que d'autres personnes se reconnaissent, puissent s'identifier. Dans le fond, on vient briser le sentiment de solitude. Et Exact. c'est le même objectif, la même mission que j'ai par rapport à l'hypersensibilité. Et je pense que aussi, on se rejoint dans notre mission qui est aussi de, comment je dirais, de changer le regard de la société Tout à fait. sur le TDAH, mais sur l'hypersensibilité aussi, Tout parce à fait. que on a tendance à penser que ce n'est que du négatif, alors que c'est Mhm. totalement le contraire. Puis justement, avant qu'on termine sur bon, comment ça fonctionne pour travailler avec toi, je voulais qu'on amène ça sur une note positive en parlant un peu des forces Oui, qu'on peut retrouver justement chez les gens atteints de TDAH, parce il y en a là. oui. Oui, non, mais le TDAH, en fait, moi, c'est sûr que là, c'est de la spéculation, au sens qu'on le sait pas. Mais moi, je suis persuadée que le cerveau TDAH a une raison d'être là. C'est un cerveau qui est là pour identifier des problèmes puis les gérer. On est des problem solvers. On a une pensée, ce qu'on appelle en arborescence. Donc, on a une capacité de faire cohabiter des idées contradictoires en même temps, ce qui va faire qu'on va créer des choses qui sortent en dehors de la boîte et qui vont souvent être utiles pour la circonstance.
Donc, on a cette capacité-là qui est extraordinaire, qui peut être un peu irritante pour certaines personnes, mais qui est là. Tu sais, on est des gens qui aiment euh, aider les autres, qui aiment répondre à un besoin, qui aiment créer des solutions. On est très, très créateurs aussi. Peu importe le domaine de création. Puis quand je parle de création, je parle pas nécessairement d'art en tant que tel, là. Création, c'est pour moi, c'est vraiment, c'est un informaticien et créateur, là, d'avoir cette capacité-là de regarder les choses sous un autre angle. De dire, attends, si j'essaie comme ça, on a une capacité à s'intéresser à des sujets qui sont, qui font qu'on va gober de l'information dans la mesure où on aime ça. C'est ça notre défi, c'est que si on n'aime pas ça, c'est très difficile pour nous de retenir l'information. Mais si on aime ça, on est extraordinaire. On est des gens qui ont beaucoup d'empathie, qui ont beaucoup de... On aime raconter des histoires. On est peut-être un peu lent dans notre façon de raconter des histoires, mais on est... Oui, souvent, on va On, mettre beaucoup de détails. on va passer par Paris pour se rendre à Québec, là. Mais Oui. on a vraiment des forces qui ont souvent tendance à être complètement euh, enterrées, en fait, par les défis qu'on vit. On a des capacités à s'adapter qui est extraordinaire. Moi, ce que je constate chez mes clients, c'est leur capacité de la résilience. OK, on n'est pas constant, mais critique, on est résilient. Tu sais, on est capable de se relever, puis de continuer, puis d'avancer. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment beau de voir chez mes clients. Cette capacité-là de dire, ben, tu sais, ça n'a pas marché, mais on va réessayer. Ah, j'en ai des Donc, frissons. Je trouve ça vraiment effectivement touchant, moi aussi, de voir que, tu sais, c'est souvent les gens qui ont plus d'embûches, hein, plus oui, d'obstacles, surtout dans le parcours scolaire. Donc, exact. quand tu mets le doigt sur la résilience, je trouve que ça vient prendre tout son sens. Puis tout le côté de créatif, toute la Mhm. créativité, la pensée qui va dans tous les sens, mais ça l'amène du beau, tout ça. Puis Oui. j'aime croire, moi aussi, que tu sais, on est tous différents, puis c'est pas pour rien. Je pense que le monde a besoin de ces différentes personnes-là, a besoin des gens plus créatifs, des gens plus sensibles, des gens qui sont capables d'analyser plus. Puis, tu sais, mes deux enfants sont pas diagnostiqués, mais je soupçonne très fortement des TDAH. Et moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est à quel point c'est des enfants qui sont vivants. Parce Oui. que justement, bon, il y a le côté verbomoteur, si je parle pour le plus jeune, mais qui il aime raconter des choses, puis Mhm. il est expressif, il est plein de Mhm. vie. Tu sais, quand on disait tout à l'heure, c'est tout ou rien, les émotions, ben oui, effectivement, c'est pas mal Exact. ça, mais ça met tellement de vie dans une maison, tu sais. Moi, je trouve que c'est comme des rayons de soleil. Oui, oui, non, on a des belles personnalités. Tu sais, je connais pas tes enfants, mais je suis certaine que, tu sais, c'est des gens qui sont, puis honnêtement, les TDAH, c'est des gens qui ont tendance à être très vrais. C'est à notre avantage et notre désavantage. What you see, what you get. Tu sais, en général, on est très vrai. Ce que ça fait, c'est qu'on est souvent très près de nos valeurs, même si souvent ils Oui. les ignorent, mais elles sont pas loin dans leur poche arrière. Mais ça fait que, tu sais, quand ils ont un intérêt à quelque chose, ils ont un intérêt qui est, tu sais, il n'y a pas de fake dans tout ça, là. C'est Donc, des je trouve gens qui ça, sont passionnés, hein? Tu dirais-tu ouais, ça? Ouais, hein? oui, extrêmement passionné. C'est ce qui est un peu difficile parce qu'on a tu sais, on est multipassionné, on a plein d'intérêts. On est très, très, on consomme beaucoup les choses. Tu sais, on aime ça. Tu sais, ah, je m'intéresse à ça, ben, je vais me plonger là-dedans comme si ma viande dépendait, là. Donc, je pense que ça fait des gens aussi très cultivés, très, mais c'est sûr que là, ça dépend de la personnalité de la personne. Mais moi, je trouve que vraiment, il y a des belles qualités dans le TDAH, il y a des belles capacités, c'est d'apprendre comment le cerveau fonctionne, c'est d'apprendre comment, malgré tout ça, payer ses taxes au bon moment parce qu'il faut quand même payer ses Oui. impôts. Oui. Même si mon Dieu qu'on ait ça. Mais c'est d'apprendre à se libérer de cette façon-là qu'on pense qu'on devrait fonctionner, puis à embrasser un peu plus ta façon naturelle de fonctionner, puis d'aller chercher du support, des stratégies pour les choses qui sont moins faciles à faire. Hmm. Donc, c'est juste, souvent, c'est beaucoup ça, en fait.
Ouais. C'est là que, dans le fond, tu entres en ligne de compte, tu sais. Ouais. C'était ma dernière question, à savoir comment les gens peuvent faire s'ils veulent avoir recours à tes services, comment ça fonctionne, où on peut te trouver, là, bon, sous le Ouais. live, je vais mettre justement tes coordonnées, ton site Internet et tout ça. Donc, Ben, en fait, moi, j'ai un podcast, donc les gens peuvent oui, consommer aussi. mon podcast à toutes les semaines. J'ai également, ben, en fait, moi, je travaille uniquement un pour un, donc c'est vraiment des rencontres de coaching. Je m'adapte au rythme de la personne. Je n'impose pas de rythme, je n'impose pas non plus de nombre de séances. Il faut savoir que le coaching, c'est un processus qui est lent, dans le sens que ça prend du temps, mettre les choses en place. Le coaching, c'est vraiment une approche de collaboration. Donc, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce que la personne devrait faire, qu'est-ce que je pense qu'il faut qu'elle mette en place, quelles sont les stratégies nécessaires. Je suis là pour découvrir avec la personne qui elle est, qu'est-ce qui est réellement pas important pour elle, qu'est-ce qu'elle a besoin de mettre en place, comment on va mettre les choses en place, dans le but de m'adapter le plus possible à cette personne-là pour qu'elle arrive à créer la vie dont elle a besoin, dont elle a envie. Fait que pour ça que je dis que c'est un processus qui est lent, c'est que ça se fait pas en criant ciseaux et ce n'est pas une recette. C'est ce que je trouve, moi, c'est ce que je constate beaucoup dans ma pratique. On aimerait ça avoir une recette, c'est paradoxal. Les TDAH veulent avoir des recettes, mais en fait, ils appliquent jamais. Hein? Moi, je suis la meilleure pour ne jamais suivre des instructions. Jamais. Mais même quand je cuisine. Mais on veut des recettes parce qu'on a l'impression que quelqu'un sait plus que nous, alors que dans la réalité, ce qu'on a besoin, c'est de créer notre propre recette, être en mode observation, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas. Puis le problème, c'est jamais la personne. Le problème, généralement, c'est les stratégies qu'on essaie d'implanter. Quand on prend des stratégies à la pièce comme ça, qu'on essaie de juste telle personne a écrit tel livre, a dit que ça marchait comme ça, je devrais être capable. Ça fonctionne généralement pas sur le long terme. Donc, c'est là où moi, j'entre en jeu dans le fond. Mon travail, c'est vraiment d'aller chercher ces informations-là que souvent la personne n'est même pas consciente. Moi, je dis, c'est comme si mon travail, c'était de tirer sur des fils que la personne, quand elle me parle, elle se rend pas compte, mais moi, je les entends, ces fils-là. Moi, je tire sur ces fils-là pour aller chercher l'information qui est vraiment pertinente dans ce qui sort, puis trouver comment on va faire pour que ce qui est important pour la personne ressorte dans sa vie, dans le fond. Donc, c'est ce que Oui. je fais comme travail. Ah, c'est vraiment intéressant, puis ça rejoint beaucoup mon approche. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce que tu dirais que, dans le fond, la première chose, tu sais, quand tu as une première séance avec un ou une cliente, c'est vraiment de regarder avec la personne, c'est quoi ses difficultés actuellement, dans quelle sphère, puis à partir de là, vous allez creuser ensemble, tu vas lui poser des questions, puis vous allez regarder, justement, c'est où c'est plus difficile, puis qu'est-ce qu'elle peut, comment elle peut faire en sorte de trouver des stratégies justement pour... Je te dirais que plus ou moins au sens que le coaching, c'est vraiment une approche qui est basée sur on est maintenant ici, puis c'est là qu'on s'en va. Donc, moi, je dis tout le temps à mes clients, ce qu'on va essayer de travailler ensemble, c'est de trouver d'abord dans quelle direction on va. Parce que s'éloigner de quelque chose de reculant, tu sais, regarder quelque chose, puis chercher à s'éloigner en disant je veux plus de ça, ben, t'as aucune idée où tu t'en vas. Fait que moi, c'est beaucoup plus important où est-ce qu'on s'en va que de quoi on s'éloigne. Parce que dans le fond, mon travail, c'est pas le TDAH. Mon travail, c'est d'aider la personne à trouver ce qui est important pour elle, ce qu'elle veut mettre en place, qu'est-ce qu'elle veut être. Puis après, mon travail, c'est de l'aider à trouver des stratégies tout autour pour s'assurer que ce qui a besoin d'être fait est fait pour que cette réalité-là qu'elle essaie de faire, de rendre réelle, se fait. Mhm. Donc, c'est vraiment une façon de travailler qui est basée sur on va travailler tes problématiques de TDAH, mais au travers de l'objectif que tu cherches à obtenir. OK, Par oui, je exemple, comprends. je ne Vas-y. travaillerai pas directement quelqu'un qui me dit je suis systématiquement en retard. Tu sais, c'est pas cet angle-là que je vais faire. Je vais plutôt travailler sur OK, mais tu sais, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Pourquoi c'est important? Quelles sont les stratégies? Tu sais, mon objectif, c'est quelle personne veux-tu être au travers de tout ça? Puis là, OK, ce que je remarque, c'est, par exemple, pour toi, tu aimerais ça
monter une business de travail one-on-one, mais t'es comme genre, je peux pas faire ça parce que je suis jamais à l'heure avec mes clients. C'est là qu'on va adresser le problème du retard. Je sais pas si ça fait du sens dans la façon que je Oui, parle. je comprends. Donc, tu sais, la stratégie en elle-même ne tiendra jamais la route s'il n'y a pas quelque chose de plus fort que juste une Ouais. stratégie. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à essayer d'utiliser des agendas. J'en ai acheté. Tu peux même pas savoir combien j'en ai acheté. Agenda papier, agenda virtuel, name it. Je comprenais pas pourquoi je me disais tout le temps, ben, ça doit être l'agenda le problème, ça doit être l'agenda le problème, tu sais. Puis je me disais ça jusqu'à ce que je démarre ma business qui nécessitait du one-on-one, parce que mes autres business, c'était pas le même, Mhm. un commerce de détail puis un gym. Fait que c'est pas du tout le même fonctionnement, là. Puis là, c'est des rendez-vous, j'ai pas toujours des heures. Tu sais, comme avec toi, j'avais un trou, puis là, il fallait que je le note, puis tout OK, il faut pas que je crée de conflit d'horaire. Puis là, je sais comment je vais gérer ça, comment je vais gérer ça. C'est là, tu sais, je suis rendue à ma troisième année, j'ai un agenda, je suis super rodée sur ma façon de faire. Je sais exactement ce que j'ai à faire pour être à l'ordre dans mes affaires. Mais mon agenda, si j'avais pas ma business, je l'utiliserais pas. Dans le Ouais, je sens que, comprends. C'est de puis là, trouver maintenant, l'objectif, le but avant, exact, et après ça, tu exact. vas aller regarder Puis qu'est-ce qui mettre pose qu'est-ce problème. qui est nécessaire, c'est ça. Puis maintenant que l'outil est en place depuis 3 ans, quand ça m'arrive pas de l'utiliser, d'avoir envie d'utiliser parce que ça m'arrive souvent de pas avoir envie de l'utiliser, j'ai assez accumulé de preuves de pourquoi c'est important pour moi de l'utiliser que maintenant j'arrive à me réguler autour de ça, gérer l'émotion de j'ai pas le goût de le faire, puis de me ramener à ouais, mais pourquoi c'est important pour moi de le faire? Puis là, je prends un peu de recul, puis là, je fais OK, j'ai pas quoi le faire, je comprends. Mais en même temps, moi, c'est important pour moi d'être là avec toi ce midi. Parce que si je l'écris pas, c'est sûr que je suis pas là. C'est sûr. Je Ou que je vais comprends. bouquer d'autres choses ou que c'est sûr. Parce que c'est le même que mon cerveau marche. Fait Mhm. que la stratégie, c'est jamais de se forcer plus fort. La stratégie, c'est jamais de juste prendre n'importe quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'intentionnel derrière ça qui va nous amener à être capable sur le long terme de maintenir une stratégie qui nous permet d'atteindre les objectifs qu'on veut. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être présente à l'heure de quand mes clients, quand j'ai des rendez-vous avec mes clients, puis pas, c'est pas juste ça, là, j'ai mis plein d'autres choses en place, mais je te montrais juste, je pars pas de on est en retard, je pars de où on s'en va, comment ça se fait que c'est difficile de se rendre là, qu'est-ce qu'on va faire pour faciliter ça. C'est toute cette stratégie-là que je travaille dans le fond. J'adore la façon dont tu l'amènes parce que ça démontre aussi à quel point, tu sais, les TDAH, on mentionnait tout à l'heure que c'est des gens qui sont passionnés. Quand ils aiment quelque chose, ils vont vraiment s'investir. Donc, en ayant cette approche-là, ben, tu mises sur le fait que si c'est un objectif, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour la personne, elle risque d'avoir plus la constance et la discipline Ça. pour s'y rendre, pour faire les étapes, dans le fond, qui sont nécessaires pour s'y rendre. Fait que, Exactement. Mais c'est oui. vraiment de ramener ça à, tu sais, plus c'est clair, plus on sait Mhm. où on s'en va, plus on sait quand le faire, plus que tout ça c'est clarifié. Après ça, c'est plus facile de gérer l'inconfort du j'ai pas vraiment le goût en ce moment, puis de soit choisir de diminuer, tu sais, comme ce matin, j'étais pressée dans le temps, puis moi je m'entraîne le matin, c'est un non négociable parce que j'en ai besoin pour être bien dans ma tête. Mais normalement, je m'entraîne 20 minutes, puis ce matin, j'avais pas de temps, ben j'ai fait OK, ben on va faire 15 minutes parce que ce qui est plus important pour moi, c'est de bouger que de répondre à mon critère de perfection Ah qui est ouais, 20 minutes. Ça fait tout du sens ce que je te dis? Fait que c'est vraiment quelque tellement. chose que j'amène beaucoup de travailler avec mes clients, c'est quoi qui est important? C'est important pour toi de bouger. Comment qu'on peut faire pour que ce soit Mhm. facile de le faire aujourd'hui? Pas comment qu'on peut faire pour que ça soit parfait selon la définition que toi, tu t'es créé dans ta tête de une personne qui bouge devrait faire, tu sais. Fait que c'est vraiment comment on peut faire pour faciliter les choses. Des fois, c'est d'avoir, moi, j'ai des codes de couleurs dans mon agenda qui m'excitent, puis je change régulièrement de couleur ou je change de crayon. Tu sais, je mets des choses en place pour garder un certain niveau d'excitation, mais en Mhm. même temps, je concentre que c'est un outil que j'ai besoin, sinon, je ne fonctionne pas. Moi, personnellement, sans mon agenda, je suis pas là. J'étais un peu comme ça moi aussi, mais maintenant, j'utilise l'agenda électronique, puis je m'en passerai plus. Fait que l'important, C'est tu sais, c'est correct. pas la stratégie toute faite, mais c'est comme tu l'as dit, c'est de trouver sa propre stratégie Exact.
d'essayer des choses, Exact, essayer exact. erreur. Tu sais, je vois l'heure qui passe, puis je pourrais tellement comme continuer à parler pendant 2 heures. Je trouve que c'est tellement un sujet fascinant. Fait que pour conclure, en mettant le lien de ton site Internet, ton podcast, qui est vraiment excellent en passant, Merci. chapeau pour ta constance. J'en revenais pas de voir tous les épisodes depuis 2 ou 3 ans, je pense. Cet été, ça va faire officiellement 2 ans. Là. Je suis rendue à 89 épisodes. J'en ai un par semaine, dans Non. le fond, qui sort. Là. Je me suis donné des vacances à Noël cette année, entre guillemets. Là. Ouais, je suis quand même très fière. Mais là, encore là, ça a été beaucoup de travail de trouver le sweet spot parce que naturellement, ce que j'avais envie de faire, c'est un épisode par jour. Mais tu sais, j'aurais jamais fait d'Aaron. Fait que ça a été c'est ça. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été fait derrière ça pour comprendre comment je vais faire pour continuer à être là. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, oui, mon podcast est là. Ils peuvent me rejoindre aussi. J'ai une infolette qui sort à toutes les semaines, hein, qui j'achète pas le monde, mais tu sais, une fois par semaine, moi, genre, j'envoie un petit coucou dans leur boîte courriel. Et ils peuvent retrouver quelques petites ressources gratuites sur mon site Internet, dont un questionnaire sur les symptômes. Donc, ils peuvent le C'est downloader. intéressant. Puis c'est vraiment une façon de se poser des questions. Oui, tu as par exemple le symptôme de est-ce que tu as tendance à être en retard, parce qu'on a une problématique de passage du temps, on ne ressent pas le temps passé en réalité. Mais moi, je la pose plus en termes de comment ça se vit de l'intérieur. Parce que c'est pas vrai que tous les TDAH sont en retard. Moi, je suis Ouais. toujours à l'heure. Tout le temps à l'heure. Mais je peux ne pas fonctionner pendant 6 heures avant, par contre. Hmm. J'ai de la difficulté à me mettre en action parce que mon cerveau il est tellement occupé sur le fait d'être à l'heure et que c'est pas vrai que tous les TDAH sont en retard. Et qu'il faut Hmm. faire attention. Tu sais, on a des stéréotypes de l'extérieur. Ah oui, lui, il est en retard tout le temps. Pas Ouais. nécessairement. Moi, je te dis que la majorité de mes clients ne sont pas en retard. Mais ça taxe. Ça veut pas dire que ça taxe pas, puis ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de la misère à le gérer. Mais de Ouais. l'extérieur, ça paraît pas. Ouais. Ah, ben vraiment intéressant. En tout cas, fait qu'en mettant ton site Internet, Oui, ils c'est peuvent ça, trouver ça. réserver une séance avec toi, ils peuvent s'abonner à ton Exact. infolette, puis on peut retrouver aussi ton podcast, mais je pourrais aussi mettre Exact. le lien. Fait que, ben, un énorme merci, Amélie, Ça me fait c'était vraiment vraiment plaisir. intéressant. Ça Ça me a fait été. vraiment plaisir. Ben, fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Je te souhaite une belle journée, Amélie, aussi. Puis, ben, on se dit peut-être à une prochaine. À une prochaine.